elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une... I am a feminist. Je vous obsède avec une constance je ne me suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. D'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Je crois qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque, elle marque son époque. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Comment sont-elles devenues femmes ? Contre quoi ont-elles résisté ? Que crient-elles ? Que rêvent-elles ? Que lisent-elles ? Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Latifa Ibn Ziaten. Lui, il sera vivant et nos enfants aussi. Mais il n'avait pas cette vie. Il n'avait que de la haine. C'est pour ça que j'ai pardonné à Mohamed Merah. Depuis la mort de son fils Imad, Latifa Ibn Ziaten lutte contre la haine. Elle le fait toute seule. Elle le fait comme personne. Elle le fait avec sa voix, son regard et l'infinie bonté qui émane d'elle. Souvent, ceux qui la croisent sont submergés par sa puissance, par son charisme. Un documentaire intitulé Latifa, le cœur au combat, réalisé par Olivier Payon et Cyril Brody, est actuellement au cinéma. Il faut le voir. Il montre tout cela, ce qu'elle déclenche, cette envie qu'ont les gens de se blottir dans ses bras, qu'ils soient détenus, jeunes en réinsertion, lycéens ou lycéennes dans les quartiers populaires. Le documentaire montre aussi les menaces qu'elle reçoit et le racisme qu'elle subit parfois à cause du foulard qu'elle porte sur les cheveux. Vous voulez mon avis ? Latifa Ibn Ziaten fait mieux que défendre la laïcité. Elle l'incarne. Avec Latifa Ibn Ziaten, nous avons parlé de pardon, de Légion d'honneur et de la mer. Latifa Ibn Ziaten, vous avez fondé l'association IMAD pour la jeunesse et la paix en septembre 2012. Quelques mois après l'assassinat de votre fils, Imad Ibn Ziaten, qui était militaire, il avait 30 ans, par Mohamed Merah, qui, je le rappelle, a tué ensuite 3 autres militaires à Montauban et 3 enfants et un enseignant dans une école juive de Toulouse. Latifa Ibn Ziaten, je suis vraiment fière et honorée de vous avoir face à moi aujourd'hui. Cela fait 5 ans que vous sillonnez la France et le monde pour délivrer un message d'apaisement et de courage. Vous êtes l'héroïne d'un documentaire intitulé Latifa, le cœur au combat, que j'ai eu la chance de voir il y a quelques semaines et qui m'a bouleversée. C'est un magnifique portrait de vous, un portrait de l'intime, filmé au plus proche de votre âme. Et c'est aussi une façon de faire entendre votre voix au-delà des nombreux cercles où vous êtes exprimés depuis 5 ans, ce qui me semble être une nécessité. Comment avez-vous réagi lorsque Olivier Payon et Cyril Brody, les réalisateurs, sont venus vous trouver avec cette idée de film ? Au début, j'avais dit non. Je ne cherche pas à être dans la gloire ou une star. Je suis juste une mère qui amène ce combat aujourd'hui pour pas avoir un autre Merah, pour pas avoir une autre mère qui souffre comme moi. Et je veux pas être ni au cinéma, ni... Je veux pas. Et ça a duré à peu près 6 mois. Et ils n'ont pas lâché. Et j'avais un échange avec des amis. Et c'est vrai, à chaque fois, les gens ils me disent « On vous a vu à la télé ». Mais jamais me disent « On vous a vu sur le terrain, ou dans la maison d'arrêt, ou dans l'école ». Et je dis « Mais c'est dingue, les gens, ils me posent cette question toujours à la télé, et pourtant je ne suis pas à la télé tous les jours ». Il m'a dit, raison de plus, Latifa, pourquoi tu refuses mais ce 2 films de comédie? Je dis, mais c'est pas ça que je cherche. Il m'a dit, au moins les gens, ils vont voir. Et c'est comme ça que j'ai accepté, et j'ai dit oui. Et j'étais très heureuse avec ces 2 garçons. C'est vrai, c'est comme ils étaient avec moi et chez moi, c'était comme mes enfants. Je les ai oubliés qui étaient là pour filmer. Ils ont passé 1 an à vous suivre. 1 an à suivre et voilà, et ça passait très très bien avec eux.
C'est vrai que le résultat modifie beaucoup la perception qu'on pouvait avoir de vous à travers les quelques minutes qu'on pouvait voir sur les plateaux de télé. C'est beaucoup plus profond et votre personnalité transparaît de façon bien plus Et là, forte. ils m'ont suivi partout. Et je vous assure, la plupart, je les oublie. Parce que quand je parle avec mon cœur. Je n'ai jamais préparé un discours. Je dis le jour que je prépare un discours, je ne suis plus la même personne. Je préfère que, voilà, je parle avec mon cœur vers l'autre. C'est le plus important. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière, qu'on raconte un peu tout votre parcours. Donc vous êtes né au Maroc, à Tétouan, dans le Rif occidental, c'est dans le nord du pays. Vous avez grandi à Mdik? Non, j'ai grandi à Tétouan. À Tétouan, Voilà, je me suis mariée à Mdik. d'accord. C'était comment votre enfance? Quels souvenirs vous en avez? Alors, mon enfance, j'avais une mère qui était extraordinaire, une mère qui aimait beaucoup ses enfants. D'ailleurs, je la ressemble, qui a divorcé et qu'il nous a pris les 5 enfants, il nous a élevés seuls, était très, très libre comme femme. Et cette époque-là, c'était difficile pour une femme qui divorce. Elle était séparée de votre père? Voilà, ça ne se fait pas vis-à-vis de la famille. Elle était obligée de quitter la ville de Tétouan pour aller à Ceuta. Et on a vécu à Ceuta jusqu'à l'âge de 9 ans. J'avais 9 ans et ma mère, elle est tombée malade. Et on est rentré à Tétouan et ma mère, elle est décédée. J'ai perdu ma mère à l'âge de 9 ans. Et là, c'était très difficile de quitter l'école, d'être chez ma belle-mère parce que mon père est se remarié. Et c'est une enfance un petit peu difficile. Voilà, d'être heureuse et tout d'un coup, tout ce bonheur et cet amour d'une mère, qui faisait la mère et le père en même temps, qui partit trop tôt et de se trouver avec une autre femme. Et c'était très difficile. Vous avez reçu quel type d'éducation? Quelles sont les valeurs qu'on vous a transmises dans votre enfance? Alors, j'ai resté chez mon père à peu près 6 mois. 7 mois, je pense, si j'ai un bon souvenir. Et je suis retournée chez ma grand-mère. Et c'est ma grand-mère qui m'a donné vraiment une éducation droite, ferme, du cœur, de l'amour. Il n'a pas remplacé ma mère, mais il disait toujours, je suis là pour vous, pour vous, pour vous cadrer, pour vous protéger. Il m'a appris à cuisiner, il m'a appris à respecter, il m'a appris la valeur, il m'a appris ma religion pour quand je suis plus grande, pour pratiquer les traditions. Franchement, je n'oublierai jamais. C'est pour ça toujours je conseille aux jeunes, pensez toujours à la mamie. Ouais, les grands-mères, c'est Voilà, important. les grands-mères, c'est important parce qu'une grand-mère, elle aime son enfant plus que sa propre mère parce que c'est une autre, C'est un autre type d'amour, hein. voilà, d'amour. Et les conseils d'une grand-mère, c'est toujours quand on devient plus grand, on vient sur la réalité, on dit, ouah, il me disait ça quand j'étais jeune et j'ai pas pris ça au sérieux. Et c'est vraiment, c'est des gens qui ont d'expérience, qu'ils ont vécu, même qu'ils n'ont pas fait des études. Mais voilà, moi, ma grand-mère, elle était une femme qui écoutait beaucoup la politique, qui s'intéressait à la formation, qui nous expliquait tout ce qui se passe au monde. Et c'est grâce à elle qui m'a appris tout ça quand je suis entrée en France. Même que je ne comprenais pas, il fallait que j'écoute la formation. Et vous avez ouvert au monde, en fait. Ah oui, oui, c'était quelqu'un qui était très, très ouvert, très... on allait au cinéma. C'était une femme qui était très, très moderne et très...
beaucoup de qualités. Et grâce à elle aussi que je suis comme ça aujourd'hui et que je transmets ça à mes enfants. Vous vous êtes mariée toute jeune, à 17 ans, avec Ahmed, qui est encore votre mari. On le voit dans le documentaire. Il vous soutient tout en étant un peu en retrait. Vous vous souvenez de votre rencontre avec lui? Et oui, ça on peut pas oublier la première rencontre. On était dans la plage et il passait avec un ami et juste le regard, c'est pour ça que le regard il est important. Et ce regard, ça a été un coup de foudre et ça a été le mariage. Voilà. Il a l'air super, Ahmed. Il est très touchant dans le documentaire et on Oui, le sent. c'est un homme très réservé, très timide, mais il a un cœur. La preuve, ça fait 45 presque qu'on est mariés et qu'on est toujours ensemble, toujours, voilà. Il y a du haut, il y a des bas comme tout le monde, mais c'est un couple qui est solide. Et c'est pour ça qu'on a eu des beaux enfants qui nous écoutent. C'est ça le plus important. Peu de temps après votre mariage, vous le suivez en France. Il trouve un poste à la SNCF, je crois, comme cheminot, si je ne me trompe pas. Oui, parce que mon mari, il était avant en France. Et je me suis mariée, je suis restée chez ma belle famille. Première intégration. Voilà, il fallait s'intégrer aux familles parce que c'était des familles très strictes. Ça n'a rien à voir avec ma famille à moi. C'était une famille qui a plus de moyens, mais c'était plus strict, plus ferme. Ils ne connaissent pas ce qui se passe à l'extérieur. Moi, j'avais une famille qui était pas aussi riche, mais riche en cœur. L'amour, l'ouverture. Il n'y avait pas de tabou chez moi. On discutait sur tout. Et c'est ça qui était différent. Et c'était très difficile pour moi, pour première intégration chez ma belle famille avant de rentrer en France. Mais vous avez réussi à les séduire, je suis sûre. Ah oui, je suis quelqu'un de très... et comme me disait ma grand-mère, quand les gens te disent c'est blanc et c'est pas blanc, et il faut pas insister, il faut les laisser, ma fille. Et c'est comme ça que tu peux réussir de faire ta place. Et c'est comme ça. Des fois, ils me disaient ça, c'est pas ça. Je sais que c'est pas normal, mais je respectais, voilà. Et donc, un peu plus tard, vous allez rejoindre Ahmed en France, en Normandie, c'est ça? Tout à fait, oui. Vous vous rappelez de votre arrivée là-bas? Alors, l'arrivée, c'était un peu difficile d'arriver, surtout à la ville de Rouen. Il habitait à Saint-Étienne-du-Rouvray, c'était un petit appartement F2. Moi, j'avais une grande maison avec ma famille. La barrière de langue qui était très difficile parce que je parlais pas du tout le français. Et il fallait s'adapter, il fallait s'intégrer, Voilà, et j'avais un mari qui est très timide, qui parlait pas. Et moi, j'avais besoin de parler, de rire, de sortir, Et c'est pour ça que je dis, je dois y aller vers l'autre, c'est important. Et c'est comme ça que je disais coucou à mes voisines, bonjour, je suis une petite Marocaine. Et j'étais jeune, j'avais 17 ans et demi, et les gens, tout de suite, le sourire. Et grâce à ses voisins, grâce à ses amis, grâce à ce Français qui aujourd'hui sont absents, qui m'ont aidé à m'intégrer, qui m'ont aidé à m'habituer à gérer mon argent, à faire mes achats, l'économie, tout ça grâce à eux. Et moi, c'était mon rêve de rentrer dans une peau d'une femme française. Vous dites dans le documentaire, c'était Ouais. la question que je voulais vous poser ensuite, vous dites que vous avez eu très vite envie de tisser des liens avec les Françaises, que Ouais. vous étiez attirée par les femmes françaises. Oui, parce que je voulais être comme eux, être libre, indépendante, moderne. Voilà, c'est pour moi d'être dans la peau d'une femme française, et j'ai réussi d'ailleurs parce que j'étais entourée qu'avec des amis, qu'avec des femmes françaises, et que j'ai appris plein de choses avec eux, plein. Vous avez élevé 5 enfants. Vous avez travaillé aussi, je le précise. Oui. Vous n'avez pas été que maman au foyer. Vous faisiez quel travail d'ailleurs? Oh, j'ai fait de tout. J'ai toujours travaillé. Je suis restée 1 an à peu près chez moi sans travail.
Et après, je ne pouvais pas parce que je suis arrivée une année qui était très difficile. Hein. C'était l'année, la loi Pasqua. La femme immigrée, elle peut rentrer en France, mais elle ne peut pas travailler. Ah oui, J'avais il y pas avait le une droit restriction comme ça, je Ouais, savais c'était pas. à l'époque, je me rappelle. C'était qui m'a marqué. Mais voilà, j'ai trouvé des gens qui m'ont aidé et que je faisais des heures à droite, à gauche, le ménage. Hein, je ne vais pas le cacher. Et puis petit à petit, j'ai travaillé dans l'usine. Après, j'ai fait les marchés. Et après, j'ai trouvé un poste dans l'établissement scolaire que j'ai travaillé presque toute ma carrière. Et vous avez parallèlement à ça élevé vos 5 enfants, Tout à fait. 4 garçons et une fille. Donc ils ont grandi à Sotteville-les-Rouen. C'est Oui. là qu'ils ont passé leur enfance. Tout à fait. C'était comment leur enfance là-bas? Alors l'enfant, c'était, je pense, moi, en tant que mère, ils étaient heureux parce que je voulais acheter un toit. J'ai pas voulu rester dans les HLM. Pour mes enfants, la manière que j'ai grandi moi, que j'ai vécu chez moi au Maroc, je voulais donner ça à mes enfants. Même que c'était difficile, j'ai dit qu'ils ont une grande maison, un jardin, qui se sont grandir avec beaucoup de joie, beaucoup d'amour. J'ai toujours accompagné mes enfants au sport. On partait en vacances, le peu le moyen qu'on avait, un Renault 18 break, mais on était tous tassés dans la voiture. Mais voilà, mes enfants, ils partaient. Ils allaient voir leur famille, leur mamie, le papy, les cousins, les cousines, de connaître aussi le pays où je suis née, ma nostalgie à moi. C'était important. On allait en Espagne, j'ai fait visiter aussi en France. Voilà, il fallait s'ouvrir, les s'ouvrir au monde. Et c'était comme ça que je voyais s'épanouir mes enfants et ils ont réussi dans les études. Voilà, je remercie Dieu, il m'a donné des bons enfants qui étaient vraiment à l'écoute. Voilà. Vos enfants, en grandissant dans l'environnement que vous leur avez offert à Sotteville-les-Rouen, qui est donc un petit village, hein, qui n'est pas une cité HLM, ils ont eu plus de chance que d'autres enfants de parents immigrés que vous rencontrez parfois dans les écoles que vous connaissez bien maintenant? Oui, parce que moi je pense qu'on a tous une chance. Il y a certaines personnes qui ne savent pas peut-être la chercher. Moi, j'ai pas eu cette difficulté à trouver de la chance, mais de prendre cette responsabilité malgré c'était dur, il fallait payer. Moi, je travaillais à mi-temps, mais voilà, j'ai dit il faut le faire. Il faut pas dire voilà, j'arrive pas, c'est pas possible, etc. Alors chaque fois quand je rencontre les familles aujourd'hui, je parle de mon parcours, comment j'ai réussi à acheter cette maison. Beaucoup de gens ils me disaient vous avez mangé des pommes de terre, ça va être dur. Et j'ai dit je peux faire manger les pommes de terre, mais j'ai un toit pour mes enfants, qu'ils soient heureux, qu'ils soient à l'aise, la manière que j'ai vécu mon enfance. Je dois donner mieux pour mes enfants. Alors, vous pouvez le faire. Et il y a des parents qui me disent, mais oh, on n'arrive pas, ça va être difficile. Mais non, il faut. Tout est difficile. Mais si on va avec la volonté, on peut réussir. Et c'est comme ça que j'ai réussi, moi. Et des sacrifices quand même aussi. Et il faut faire des sacrifices dans la vie. Il n'y a rien qui vient comme ça. C'est pour ça chaque chose qu'on souhaite de le faire, ça vient pas comme ça. On claque pas des doigts et on l'a. Il faut avoir des sacrifices. Et de la patience et la volonté et d'avancer, de se projeter. Si on ne se projette pas sur quelque chose, on n'arrivera pas. Ça a été difficile de voir vos enfants quitter votre foyer. Ils ont tous fait des brillantes études. Ils ont pris des postes un peu partout en France. Ça, c'est dur. Ça, c'est trop dur parce que, je peux vous dire, j'ai grandi une maison. J'ai même grignoté un peu sur le jardin pour voir une belle cuisine, pour voir une chambre supplémentaire, pour dire mes enfants, ils vont rester le plus possible. Et non, ils sont tous partis. C'est la vie. Ils sont partis sur bonne cause, sur leur réussite, sur leur avenir. Mais c'était difficile pour moi, ça c'est sûr. Parce que je suis une femme dépendante, mais je suis aussi mère poule parce que j'adore mes enfants. Et j'adore toujours mes enfants parce que c'est ma chair,
Voilà, quand je suis venue en France, c'était la seule chose, mon rêve de faire 5 enfants. Et ce rêve, il a réalisé. Et j'ai eu mes 5 enfants. Mais quand ils sont partis, c'est... Imad avait 30 ans. Il était parachutiste, militaire de carrière. Vous voulez bien me parler un peu de lui, sauf si c'est trop difficile, bien sûr. Alors, Imad, c'est un garçon, quand il est né, il avait une beauté, vous ne pouvez pas imaginer. Il était très, très beau. Je me rappelle, les infirmières me disaient, qu'est-ce qu'il est beau, ce garçon. C'était votre deuxième fils? Mon deuxième garçon. Et à chaque fois, il avait des cheveux, des beaux cheveux lisses, brillants, et poilus partout. C'est un bébé, les yeux, il ouvre ses yeux. Et quand je suis sortie à la maison, je suis entrée avec mon bébé, tous mes amis qui venaient me féliciter. Mais qu'est-ce qu'il est beau, Imad, qu'est-ce qu'il est beau, ce garçon. Il me dit, tu voulais une fille, regarde, Dieu t'a donné une beauté, Latifa. Et Imad, c'est vrai qu'en grandissant, il était beaucoup attaché à moi. Si j'allais travailler, il fallait que je pose mon sac, mon manteau à l'extérieur pour qu'il ne me voit pas partir. S'il me voit mettre le manteau, il se met à hurler. C'est un enfant qui était et tenait à mes jambes. C'est pour ça que c'est difficile. Et malgré qu'il a grandi, il est resté ce lien entre lui et moi. Vraiment de l'amour. J'étais plus qu'une amie que sa mère. Il me racontait tout ce qu'il vit, tout ce qu'il reçoit, tout ce qu'il a envie de faire. Il partageait tout. Les textes, maman, je suis là, maman, regarde, je t'envoie une photo, est-ce que c'est beau? Est-ce que je plais? Il était beau, il était très beau, il était brillant, il n'a jamais doublé. Jamais une prof m'a appelé me dire il a un problème. Il m'a jamais créé de problème. C'est quelque chose qui m'a laissé vraiment... C'est pour ça que je reste debout pour lui aujourd'hui. C'est un garçon ma moitié qui est partie aujourd'hui avec lui. La mort d'Imad a fait la une des médias. On a eu tous les détails, la conversation qu'il a eue avec son assassin avant de mourir. Il y a même eu des images, des reconstitutions 3D, des photos des taches de sang sur le bitume, le visage de son assassin souriant sur les vidéos. Et à chaque fois qu'on vous reçoit à la télévision, on vous remet ces images devant les yeux. Et moi, je me demande comment on supporte ça, le fait de devoir vivre son deuil en public. Comment on fait? Vous savez, c'est difficile, mais quand c'est de vivre ça, je souhaite à personne. C'est très difficile. Mais quand je vois ce jeune de 23 ans sourire, mais il a un sourire, mais il a une souffrance derrière. C'est une victime de la société. Il ne faut pas le cacher, il faut dire la vérité. Parce que quand je suis son parcours, je dis, mon Dieu, quelle vie qu'il avait ce jeune. Je ne suis pas là pour le défendre, mais c'est la réalité. Je suis une mère. J'ai 5 enfants, j'aime mes enfants. Alors je voyais ce jeune, il n'était pas aimé. Il n'avait pas de l'amour, il n'était pas cadré. S'il avait vraiment de l'amour d'une mère, d'un père, des frères, lui, il sera là et nos enfants aussi. Mais il n'avait pas ça. Il avait que de la haine, de la souffrance, et il souriait. Et beaucoup de jeunes aujourd'hui que je croise, ils sont comme ça. Ils souffrent, mais ils se montrent forts. Mais ils ont peur au fond d'eux. Je vous assure. Et c'est pour ça que quand on voit cette image qui descend de la voiture et qui sourit, je le regarde. Je dis, qu'est-ce que c'est dur de nous faire souffrir, nous, de prendre la vie de nos enfants et de se faire tuer à 23 ans. Mais c'est pas de sa faute. C'est la faute des parents. C'est eux qui sont responsables. Parce que c'est les parents, ils ont aimé cet enfant. Ils l'ont cadré. Lui, il sera vivant et nos enfants aussi. Mais il n'avait pas cette vie. Il n'avait que de la haine. C'est pour ça que j'ai pardonné à Mohamed Marrah.
Je l'ai pardonné ce qu'il était. Parce qu'il n'avait pas du tout ce qu'il y avait mes enfants. Alors les jugements, je laisse Dieu le jugera, mais pas moi. D'ailleurs, vous avez créé l'association IMAD après être allé dans son quartier. Vous êtes allé voir où il avait grandi, en fait. Vous avez vraiment voulu comprendre d'où il venait. Bien sûr, parce que d'abord, je voulais aller voir où il est tombé, mon fils. Parce que je disais, c'est pas possible qu'Ahmed, il est parti sans me laisser quelque chose. Sûrement, il a écrit quelque chose avant de partir. Et quand je suis partie dans ce gymnase, j'ai cherché partout s'il y a quelque chose d'écrit. Et j'ai trouvé du sang. Et j'ai frotté moi-même ce sang de mon fils. J'ai pris la terre et je frotte. Et j'écris, je pleure. C'est quelqu'un qui peut m'entendre. Ce gymnase, ce gardien de gymnase, il peut sortir, mais il n'y avait personne. Et je dis, sans moi, Ahmed, il est mort en souffrance. Et je dis, Ahmed, ta vie s'arrêtait là, mon fils, mais pas la mienne. Je vais chercher celui qui t'a tué. Je te promets, Ahmed. Et c'est là où je suis partie. Et je me suis trouvée dans son quartier. Et je tombais sur des jeunes qu'il connaissait, c'était ses voisins. Je suis allée vers eux. Et je dis, savez-vous où il habite, Mohamed Marrah, s'il vous plaît? Toutefois, il y a un jeune qui a souri, il m'a regardé et souri. Mais vous ne regardez pas la télé, madame? Vous ne lisez pas les journaux? Mohamed Marrah, c'est un martyr, madame. C'est un héros de l'islam. Il a mis la France à genoux. Et là, j'ai regardé ces jeunes, j'ai dit, mon Dieu, ils m'ont tué la deuxième fois. Et c'est là que je me suis présentée, je suis la maman de Ahmed. Et ces jeunes, ils sont tous élevés, ils m'ont cerclé, je croyais que mon heure est arrivée. Et fin de compte, non, c'est pour ça que je vous dis, ces jeunes, ils souffrent. Ils souffrent énormément. Et personne n'est conscient de cette souffrance, cette jeunesse, certaines jeunesse aujourd'hui. Et quand j'ai parlé avec eux, il y en a un qui a retiré la casquette, il y en a un qui a caché son cigarette. Tout de suite, il y avait un changement total de respect. Et ce jeune me dit, mais madame, vous êtes courageuse de venir ici chercher l'assassin de votre fils. Moi, ma mère, quand je sors de la maison, elle me dit, j'espère que tu ne vas pas revenir. Et vous venez jusqu'à ici. Et je lui dis, mais votre mère, elle vous aime. Peut-être elle vous passe ce message dur, c'est pour vous réveiller. Parce que je vois que vous passez la journée ici, vous ne faites rien. Mais vous devez chercher votre chance, démarrer. Et de ne pas être comme Mohamed Marrah. Parce que, regarde, qu'est-ce qu'il a fait, Mohamed Marrah? Il a laissé que de la souffrance et il est parti. Et rien d'autre, il a laissé que la souffrance. Et là, il m'a dit, mais madame, regardez où on vit. Regardez où on habite. Regardez ce site est fermé. Regardez ces ghettos. On n'a aucune chance. La République nous a oubliés, madame. On ne sait même pas si on est français. On ne sait pas qui je suis. Et je lui dis, mais tu es français. Tu es né ici. Tu es français. C'est à toi de chercher ta identité. C'est à toi d'être sûr et d'être fier de toi. T'attends pas les gens qui vont te le dire. C'est à toi. C'est très important. Et là, ce jeune, il me regarde, il me dit, mais je pense que vous n'avez pas compris, madame. Mais oui, je comprends. On ne peut pas être à la charge de la République. La République, elle a besoin de nous. Si on est tous à la charge de la République, ben on n'avancera pas. La République, elle a besoin de nous. C'est nous qu'on fait la République. Et j'ai dit, mon Dieu, j'ai les regardé. Il y en a un qui m'a sorti, alors là, ça m'a bouleversée. Et là, j'étais ferme avec eux. Il m'a dit, vous savez, madame, quand les rats, ils sont enfermés, ils sortent dans la société. Ils font des ravages parce qu'ils deviennent enragés. Voilà ce qu'on est aujourd'hui. Et je dis, la société, elle est pour rien. Si vous voulez faire quelque chose, c'est à vous de vous en sortir. C'est à vous de faire le nécessaire. Et c'est comme ça que je voulais savoir qui il était Mera, comment il a vécu, où il a habité, quelle école il a fréquenté. C'était important pour moi pour faire son parcours. Et c'est là
que j'ai pris à faire mon travail aujourd'hui avec certains jeunes. Et j'ai pardonné parce que j'ai vu la vie qu'il avait, ce jeune. Et j'ai continué ce combat parce que quand je cherchais qu'est-ce qu'il m'a laissé mon fils écrit, mais il m'a laissé un grand message à Ahmed. Un message de mourir debout, se refuser de mettre à genoux. Parce que je disais toujours à mes enfants, quand vous prenez une claque, il faut s'élever. Tu prends une deuxième claque, tu dois t'élever. C'est comme ça que j'ai appris avec mes parents. Alors tu dois faire la même chose. Alors il m'a laissé ce message. Il l'a pas écrit, mais il m'a dit, voilà maman, je dois rester debout. Je ne mettrai pas à genoux. Et ça, c'est un message pour moi et pour le monde entier. Vous parlez de la République, mais je crois que le premier gouvernement qui vous a tendu la main après la mort d'Imad, c'est le Royaume du Maroc. Oui. Oui, parce que mon fils était assassiné le premier. Ils ont salé la mémoire. On était oubliés 4 jours. Et un journaliste, je ne sais pas, par intermédiaire d'un ami, qui m'a dit, il faut parler. Mais j'ai dit, dire quoi? La France, je suis perdue. Le Maroc, je suis sûre et certain, il m'a oublié. Parce que j'ai quitté le Maroc, j'avais 17 ans et demi. Et un monsieur m'a dit, mais tu vas tous les ans? Je dis, oui, j'adore mon pays où je suis née, c'est ma nostalgie. Mais je pense, mon fils, il est militaire, il est français. Ils servent la République. Qu'est-ce que je veux dire au Maroc? Dis un mot. Et c'est là que je dis, je suis perdue. Mais le Maroc, il m'a oublié. Et le Maroc, il m'a répondu tout de suite. Il n'oublie jamais ses enfants. Et ça, c'est grâce à cette phrase, je vous assure, qui m'a donné cette force. Et je dis, je dois rester debout. Alors, j'ai deux parents. Mon père, ma mère, c'est le Maroc. Mon père et ma mère, c'est la France. Alors, on ne peut pas séparer entre une mère et un père. On doit l'aimer les deux. Et grâce à Sa Majesté qui m'a fait cet honneur, qu'il a enterré mon fils, qui m'a, même les 5 ans, qui m'a fait un grand hommage à mon fils. Là, il y a quelques mois, en mars 2017, mars, pour les 5 ans de la mort d'Imad, il y a eu une cérémonie à Mdik, où il est enterré. Une cérémonie qui m'a fait Sa Majesté, que je ne pourrai jamais oublier. Je le remercie au fond du cœur pour ce militaire français franco-marocain, qu'il a toujours aimé aussi le Maroc. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il se repose là-bas, parce qu'il adorait le Mdik. Il adorait ce côté familial. À chaque mission qui venait, il allait 1 semaine au Maroc. Quand on partait en vacances, toujours avec nous, 15 jours au Maroc. Et c'était son souhait qu'il a voulu se reposer là-bas. Et c'est pour ça que je l'ai enterré au Maroc. On voit le lieu où il repose dans le documentaire, on voit la mer au loin. En face de la mer, parce qu'il adorait la mer. Et avant de mourir, même pas 15 jours, je pense, il a fait 10 jours chez moi, il m'a dit, maman, s'il m'arrive quelque chose, je sais que tu es capable et tu es forte. Même si je suis en morceaux, tu dois me ramener. Et tu dois m'enterrer chez toi. Je dis, où chez moi? Ici. Mais t'as pas un mot à me dire ce matin, Ahmed? Il me dit, on sait jamais, parce que ce matin, j'ai reçu 2 assurances de décès, alors je comprends pas. On dirait que je vais mourir 2 fois. Ouais. Et après, il est sorti, il est revenu, il me dit, mais je compte sur toi. Je sais que l'armée, c'est le mur. C'est trop dur, maman. Mais je sais que tu es capable. Je compte sur toi. Je dis à Imad, tu fais tes baskets. Il sort. Il m'a dit, t'as peur de mourir? Et je dis, non, je peux faire mourir avant vous. Tu es jeune, tu es un beau garçon, tu as réussi. Il me dit, mais on ne sait pas dans la vie. Il n'y a pas d'âge. Je dis, sors s'il te plaît. Et c'est comme ça que c'était difficile pour moi de l'enterrer au Maroc, parce qu'il est loin. Mais c'était son choix. Mais c'était son choix. Je ne pouvais pas changer. Alors quand ça me prend, je prends le billet et je pars. Même ça me coûte cher. Mais je dis, je dois y aller, parler avec lui, qu'il ne se trouve pas seul. Mais je vous assure, quand je dis au revoir
À chaque fois, je lui dis, Ahmed, c'est toi qui maigris aujourd'hui, parce que tu sais. Mais c'est ton choix, mon fils. Je respecte ton choix. Mais à chaque moment, chaque fête, la bonne année, je dois y aller, l'anniversaire, je ne peux pas arrêter. Je rate aucune occasion. Je suis sur sa tombe. La France n'a pas tout de suite été derrière vous. Vous venez de le dire, pendant quelques jours, vous avez été un peu oublié. Et puis je crois que dans le documentaire, vous expliquez que le premier appel que vous avez reçu de la police, c'était plus un interrogatoire qu'un accompagnement de victimes qu'on vous a proposé. Tout à fait. C'était trop dur. Ça, c'était... Vous savez, mon fils, il m'a dit, nous a payé ce voyage en Turquie. On est parti vendredi. Mon fils était assassiné dimanche. On est rentré d'urgence et je ne croyais pas parce que j'avais pas la formation complète. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, je voyais mes enfants, ils sont tous tristes, tous bleus, le visage. Et j'ai dit, mais non, je pense que vous avez une mauvaise formation. J'ai pas assez de sentiments. Vous vouliez pas le croire. Non, parce que j'avais un fils qui était très fort, très sportif, un homme de terrain, un jeune qui a fait des études, qui sait où il mettait les pieds, tout ça. J'ai dit non, c'est impossible. Et mon fils, Hatim, le grand, il me dit, maman, on est convoqué au commissariat de Toulouse demain. Alors on va rentrer à Rouen, tu vas te reposer. Et on va partir. Je dis, mais qu'est-ce que je vais me reposer, mon fils? Tant que je ne sais pas ce qui se passe. Il me dit, mais on a besoin d'être ensemble. Et on est rentré à la maison et le lendemain matin, on est parti. On est parti trop tôt avec la voiture, 800 km presque. Arrivé au commissariat, c'était, je vous assure, c'est quelque chose que je n'oublierai jamais. D'être humilié comme ça, cet homme-là qui était debout et qui ne vous regarde même pas et qui vous pose des questions très dures. Est-ce que votre fils est trafiqué? Est-ce que votre fils, il vous donne de l'argent? Parce que madame, on voit les textos, il parlait beaucoup avec vous. J'ai dit, mais c'est le lien entre moi et mon fils. Et il me parlait, on avait vraiment de l'amour d'une mère et un fils. Je ne vois pas où il y a le mal. Est-ce que vous n'avez pas un fils qui était jaloux de son frère, qui l'a tué? Et là, j'ai dit, mon Dieu, là, il faut que j'arrête. Je dis, j'ai aucune question, aucune réponse que je vous donnerai, il n'y a plus rien. Je dis, maintenant je voudrais aller à la morgue. Et là, ce commissaire, il me dit, il regarde sa montre, il me dit, non, la morgue, il est fermée maintenant, vous ne pouvez pas voir. Je dis, monsieur, 2 avions que j'ai pris, je suis arrivée hier soir, on a tapé 800 km pour arriver ici chez vous. Et je dois attendre. Alors, peut-être c'est pas mon fils. Il m'a dit, c'est bien le vôtre, madame, qu'il est dans la morgue. Vous êtes sûr? Elle m'a dit, oui, sûr et certain. Mais s'il vous plaît, monsieur, il faut que j'aille voir. Non, madame, il faut respecter les règles. Je vous dis, la morgue est fermée, vous attendez demain. Et en sortant de ce commissariat avec mes enfants, ils ne comprenaient rien. Ils me disent, maman, mais c'est pas ça que tu nous as appris. C'est ça? J'ai dit, écoutez, ce que je vous ai pris et que j'ai appris chacun de vous, c'est la vérité, la réalité. Là, on a tombé sur quelqu'un qui n'est pas humain. Tout simplement. Alors, on doit rester solide et ensemble jusqu'à demain. Et mes enfants, ils m'ont regardé. J'avais mes pieds, ils ont gonflé tout d'un coup. Je ne sais pas pourquoi, les nerfs. J'ai retiré mes chaussures et je marchais à pied à Toulouse. Et mon fils, il me dit, maman, on va acheter quelque chose. Je dis, c'est pas grave. Personne ne nous connaît ici. C'est pas grave, on va arriver à l'hôtel. Et je suis partie comme ça. Il y a un jeune homme qui s'arrêtait, il me regardait. Il est rentré dans un café, il m'a sorti la bouteille d'eau, il m'a donné une bouteille d'eau. Et je regardais ce jeune et je dis merci. Il m'a dit, bon courage, madame. Et le lendemain, quand on arrivait à la morgue, l'infirmière, il vient me voir et il me dit, il faut se préparer, madame. Votre fils, il a aussi une autopsie. Je dis, autopsie? Mais à qui vous avez demandé de faire une autopsie sur mon fils? Il y a une mère, il y a un père, il y a des frères.
Il m'a dit, madame, nous, on suit c'est marqué, vous pouvez appeler tel commissaire, c'est eux qui ont signé, c'est eux qui ont donné le feu vert à le faire. Hein. Nous, on ne peut pas... Je dis, mais je suis la maman. Comment oser faire mon fils qui était tué, en plus de charcuterie? C'est quoi cette... Qu'est-ce qui peut me dire que vous n'avez pas pris quelque chose de mon fils? Maintenant, je n'ai plus confiance. Et je me suis mis à crier. Et mon fils, il appelle ce commissaire et je prends le téléphone et je dis, mais de quel droit vous faites autopsie sur mon enfant? Il me dit, madame, c'est les règles. Quand il y a un assassinat, on le fait automatiquement. Mais je dis, je suis une mère. Il m'a dit, il a eu une famille. Il n'est pas tombé du ciel. Il y a une famille. Et ce commissaire, il me dit, si vous ne vous calmez pas, je viendrai vous calmer. Alors, il faut se calmer, madame. D'accord? Il faut se calmer, il faut respecter cette fermière qui est en face de vous. Et arrêter de crier dans les hôpitaux, madame. Et moi, j'ai dit, mon Dieu, à qui cet homme? Quel cœur il avait, cet homme? J'ai dit, monsieur, c'est pas le vôtre qui est dans la morgue, c'est le mien. Et vous inquiétez pas. Comme vous dites, je dois me calmer. Parce que qu'est-ce qu'il peut je faire d'autre que me calmer, monsieur? Et j'ai raccroché. Et là, j'ai rentré voir Ahmed. Et là, c'était dur parce que on dirait qu'il dormait avec le sourire. Il souriait. J'ai touché sa main. La main douce. On dirait qu'il était vivant. Et je dis à Ahmed, je veux pas crier, mon fils. Je veux pas pleurer parce que je voudrais que tu partes. Tu es trop occupé, sans bruit dans tes oreilles. C'est là où j'ai dit... Parce que la France n'a pas voulu tout de suite lui donner les honneurs militaires. Non. On a dit qu'il n'était pas en exercice. C'est-à-dire, les 3 militaires, ils n'avaient pas la Légion d'honneur. Hein. Les trois, il n'y avait rien du tout. Hein. Ils sont morts au service. C'est au bout de 6 mois, il fallait faire un combat. Un combat de dire, je suis allé voir le président 2 fois, le président de la République. J'ai été voir le ministre de l'armée. J'ai fait des courriers. J'ai tout fait. J'ai dit, je ne suis pas d'accord que mon fils est mort au service. Mon fils, il est mort parce que c'est un militaire. Et il est mort en guerre. C'est une guerre en France. Ils n'ont jamais voulu comprendre. Et la 2e fois que j'ai été voir le président, il m'a regardé. Il m'a dit, ça va être difficile, mais on va faire cette loi. Si ça sera voté, vous gagnerez la TIFA. Mais si ça ne sera pas voté, je ne peux pas faire plus. Et cette loi, elle était votée. Mort au service de la nation. Et aujourd'hui, je souhaite à personne, un militaire ou un policier qui arrive ce problème, et les morts au service de la nation. Quand j'ai vu le mort à bête, quand ils ont fait ce policier de Charlie Hebdo, tout de suite sa légion, tout de suite ses droits, j'étais triste pour ce policier, mais j'étais fière de mon combat. Ouais. Il n'est pas mort en accident de travail. Il est mort parce que c'est un militaire, ou il est mort parce que c'est un policier. C'est pour ça. Vous avez une force, une combativité qui, je crois, impressionne en fait tous les gens qui vous rencontrent. Et moi, surtout ce que je trouve incroyable, c'est le peu de temps qu'il y a entre la mort d'Imad et l'association qui est créée. Vous avez mis 6 mois. Comment vous avez fait pour trouver si vite la force de lancer quelque chose d'aussi insensé que cette association? Vous savez, quand mon fils il a refusé de se mettre à genoux, il est mort debout. La relation que j'avais avec lui et les médicaments que je prenais pour sombrer dans ma souffrance, je sombrais tous les jours, je suis en train de fondre dans mon lit ou dans mon canapé. Et à chaque fois que je m'endormais, il venait me dire, maman, fais pas ça, lève-toi. Maman, fais pas ça, lève-toi, maman. Et je disais ça, je dis, je vois Ahmed dans ma chambre et mes enfants, ils croyaient que l'effet des médicaments, je disais à mon mari, il me dit, c'est l'effet des médicaments. Et un jour, je dormais et je sentais la présence, il était assis au bout de mon lit. Et je voulais allumer la lumière et
Et il me dit, maman, lève-toi. Et je voulais tenir la main, je cherchais dans l'ombre. Lève-toi, maman. Je me suis levée, j'ai allumé la lumière. Et je vous assure, il y avait une trace de quelqu'un qui était assis dans mon lit. Et là, je dis, Latifa, il faut se lever. Il faut faire tout l'effort qu'il faut. Il ne faut pas s'arrêter. Mais vous avez accompli des choses tellement incroyables qu'on voit dans le documentaire. Vous êtes allé parler de radicalisation en prison. C'est quand même quelque chose qui peut avoir beaucoup de tripes pour aller le faire. Vous êtes face à des détenus et vous leur expliquez qu'il ne faut pas se laisser laver le cerveau, qu'il faut pas se laisser attirer par ces messages-là. C'est pas beaucoup de gens en France qui arrivent à faire ça. Et puis vous le faites avec succès. Il y a un détenu qui se lève pour vous remercier parce qu'en ayant lu votre livre, il avait changé de sa vision de la France et de la République. C'est un moment qui est extrêmement puissant. Mais en fait, votre association, elle est allée encore plus loin que ça. Vous faites un don physique de vous-même. Dans vos déplacements, on voit des jeunes qui viennent littéralement se mettre dans vos bras, quoi. C'est fou ce que vous donnez, en fait. C'est pour ça que, vous savez, quand vous parlez d'amour, quand vous parlez de la chance, de la réussite, et vous voyez ce jeune en face de vous qui l'a manqué, tout ça, il n'a pas eu. Et les larmes qui tombent seules, et il vient, il vous serre dans les bras, ou moi je demande de les serrer dans mes bras parce que je sens qu'il y a un besoin. Et moi j'ai besoin de toucher un enfant, de voir cette souffrance. Je ne peux pas rester à l'écart. Même des fois, il y a des gens qui me disent on ne sait jamais, peut-être quelqu'un qui peut faire du mal. Je ne vois pas le mal. Moi c'est mon cœur, c'est l'amour, et je dois donner. Et c'est important. C'est ça qui est la nature humaine, je pense. On a tout ça. C'est parce qu'on ne veut pas. On a cette fierté, on a toujours... Ces barrières. Ces barrières, on a peur d'aller, de déranger. Mais si on arrive à être sûr de soi et dire, voilà, la dignité, je la laisse quelque part et je m'avance vers la personne en face de l'aider ou de sourire avec lui ou de... Voilà, c'est important. Et aujourd'hui, moi, que ce soit dans les prisons, que ce soit dans les foyers, je peux pas... C'est plus fort que moi. Des fois, je suis dans le milieu et tous les prisonniers tout autour. On les voit, ces images dans le documentaire. C'est incroyable. Hein. Les gens vous encerclent quand ils ont envie de vous toucher, de vous... Il y en a qui me brassent la tête. Il y en a qui... J'ai réussi dans les prisons. Franchement, je suis fière de mon combat parce que quand vous entendez un prisonnier, merci madame de me changer, je voyais pas ça comme ça. C'est un travail qui devrait pas être fait par vous. Hein. Moi, c'est ça qui me révolte aussi un peu. On se dit que ça repose sur vous. Oui, mais je pense qu'il faut... J'espère qu'il y a des gens qui peuvent se réveiller, qui peuvent aussi donner. C'est pour ça, en France, le peuple, il peut donner. Vous savez, c'est chaque citoyen, s'il peut donner 5% de lui, c'est rien. C'est une bonne idée. C'est rien, 5%. D'aller vers l'autre, d'aider une association, d'aider un centre de devoir, aller voir des personnes âgées, rendre visite, parler avec son voisin. Si on ne le voit pas, on toque dans la porte, est-ce que ça va? C'est très important, ces 5%, c'est rien. Mais ça peut donner beaucoup de choses à la société. Et ça peut élever la France. Ce problème qu'on a aujourd'hui, on doit le... C'est pour ça que je dis les Français de 77, ils sont partis où? Où ils sont partis? Il faut qu'ils se réveillent. Il faut que, si on aime notre pays, on l'aime, on doit donner ces 5% de soi. Parce qu'on vit à 100%. 5, c'est rien. Vous avez été couverte d'honneur. On vous a remis la Légion d'honneur. J'en cite quelques-uns, mais il y en a beaucoup plus. Le prix de la tolérance Marcel Rudloff à Strasbourg, la médaille de l'École nationale de l'administration pénitentiaire, le prix international Women of Courage à Washington. Vous avez reçu la semaine dernière une distinction à la Global Hope Coalition de l'UNESCO à New York. Est-ce que tous ces gens qui vous décorent comprennent votre combat? Est-ce qu'ils le traduisent en actes?
Je pense que oui, parce que s'il me fait venir pour me donner cette médaille, je pense par le travail que je fais. Et c'est ça aussi qui me donne aussi de courage. Je dis voilà, c'est-à-dire je suis pas seule et voyez le travail que je fais. Je suis pas à l'ombre. Peut-être que c'est mon côté un peu en colère, mais moi j'ai l'impression que c'est un peu facile d'épingler une médaille sur votre torse, mais derrière de pas appliquer les choses que vous réclamez. On pourrait agir aussi encore plus pour accompagner ce que vous faites. Bien sûr, ça c'est sûr. Moi aussi, je pense la même chose. Je dis au lieu de m'aider, de continuer ce combat, de me faciliter les choses, parce que c'est pas facile pour moi de voyager, de courir, d'être menacée, et je n'arrête pas, je dois continuer, etc. Vous demandez une subvention, vous faites des démarches, faut pas oublier, faut pas retarder, faut être vraiment, il faut embaucher les gens, il faut avoir les moyens pour les payer, etc. C'est pas facile. Avec le travail que je fais, si j'avais un aide à côté, peut-être je ferais encore plus. Mais aussi de l'énergie que ça me prend au bureau pour les demandes de subventions, pour les demandes de démarches, pour les demandes de déplacements, etc. C'est pas aussi facile. Il faut toujours regarder le moins cher, combien ça va coûter. Vous voyez, tout est calculé, et ça prend une partie de l'énergie. Et des fois, on prend des choses, au lieu de prendre un hôtel pour se reposer, dire voilà, au moins une bonne nuit, et puis pour démarrer le lendemain, il faut regarder le prix. Parce que si tu dépasses, ça coûte cher. C'est pas bon pour l'association, c'est pas bon. C'est plein de... Ces contraintes que je vis. Et c'est pour ça que je demande de l'aide. Aidez-moi pour que je puisse continuer ce combat. Soutiens l'association. Je vous demande pas grand-chose. Soutenir, aider pour qu'on puisse éviter à notre mère, pour éviter notre mère qui souffre comme moi aujourd'hui. Voilà, c'est un travail de tous les jours, et j'espère que les publics ils doivent entendre cet appel. Le message va passer à travers le film et puis à travers l'émission aussi. C'est très important. Mais au-delà de ça, moi je me dis, voilà, quand je vois François Hollande vous recevoir à l'Élysée, qu'est-ce qui est fait derrière pour les quartiers populaires de Toulouse où a grandi Mohamed Merah? Qu'est-ce qui est fait derrière pour lutter contre le racisme, pour permettre à ces gamins d'accéder à l'éducation? Est-ce que vous avez l'impression que la République française entend votre message? Vous avez quand même commencé l'émission en disant c'est un gamin qui souffrait. Vous pouvez pas toute seule aller consoler tous les gamins de France. Bien sûr. C'est pour ça que c'est vrai que ils ont entendu mon appel, mon message. Ils font, je dirais pas l'État qui fait rien, il fait, mais on voit pas, parce que le travail, il faut que ce soit des deux côtés. Vous voyez, les familles, l'État, il doit faire, le maire, l'école, les profs, tout ce monde-là, il doit se mobiliser. On peut pas faire qu'un côté, et on peut pas voir. Mais c'est vrai qu'il y a un besoin, c'est pour ça que je dis, s'il y avait ce ghetto, qu'il soit ouvert, qu'on retire cette carte scolaire, qu'on laisse cette liberté à l'enfant, la famille où ils veulent étudier, pas les bloquer. Parce qu'aujourd'hui, je rencontre des familles qui doivent tricher l'adresse pour que s'ouvre leur enfant. Je trouve pas ça normal en France. Pourquoi arriver là? Pourquoi vous allez dans l'école, dans les quartiers, 100% des origines maghrébins? Pourquoi pas cette mixité? Aujourd'hui, que vous entendez un jeune, dans le prison par exemple, il me dit « Je suis né en France, mais j'ai jamais senti français, madame. » C'est ça. C'est là où il y a le problème. Si on a cette mixité dans l'école, si on a cette liberté, l'enfant, il veut y aller, pourquoi on le bloque? Pourquoi on met ses familles à côté? Parce que je pense que ce ghetto, c'est eux qui sont responsables aujourd'hui avec tout ce qui se passe. S'il n'y avait pas ce ghetto, cette cité fermée, peut-être les gens, ils vont se connaître plus, ils vont s'ouvrir vers l'autre. Mais cette séparation qui a fait le dégât en France.
En parlant de séparation, j'aimerais qu'on n'en parle pas en fait, mais comme la France adore ce sujet, ce foulard que vous portez sur les cheveux, vous ne le portez pas depuis toujours? Non, j'ai jamais porté le foulard. Je l'ai porté quand j'ai perdu mon fils. Quand j'ai perdu mon fils, c'était le deuil. Et puis après, je suis partie à la Mecque. J'ai fait mon pèlerinage. Et aujourd'hui, je porte ce foulard euh, personnel. C'est ma liberté, c'est mon choix. Et je vis à l'Occident, je vis normalement, je côtoie, j'embrasse les gens, vous pouvez manger un jambon, je mange un beefsteak à côté de vous, vous pouvez boire le vin, je bois de l'eau, ça n'a rien qui me dérange, je suis tolérante, libre, ouverte, voilà. Mais certains gens, malheureusement, ça choque, ce foulard. Et pourtant, si il faut maintenant se demander qu'est-ce qu'il faut mettre, qu'est-ce qu'il ne faut pas mettre, il n'y a plus de liberté. On dit la liberté, mais il n'y l'a plus. Moi, ce que j'adore dans le film, c'est qu'on ne vous voit pas 2 fois avec le même foulard sur la tête. Vous changez tout le temps de motif. On vous voit à un moment d'ailleurs dans un marché au Maroc en acheter des super beaux, des imprimés Panthère, des fleuris roses. Et je trouve que cette espèce de coquetterie qu'on voit associée à ce vêtement, elle est vraiment beaucoup plus subtile que l'image qu'on en fait comme une espèce de prison, quelque chose d'atroce qui serait imposé aux femmes. Bah, vous savez, je pense que la femme musulmane et les livres, c'est cette image qu'on donne de la femme arabe qui ce soit. Parce que je dirais pas qu'il y en a pas des femmes qui souffrent, il y en a. Il y en a des femmes, certaines femmes, une petite minorité soumise. Mais aujourd'hui, je ne pense pas autant qu'on dit en France. C'est pas parce qu'une femme qui porte un foulard qu'elle est soumise. Je vous assure, j'ai rencontré des femmes qui ont des études, des niveaux, et tout ce qu'ils font, incroyable. Et puis, ils portent le foulard. C'est pas le foulard qui enlève cette dignité ou cette liberté de la femme. Non. Est-ce que quelqu'un qui a posé la question pourquoi cette femme porte le foulard? Qui c'est qui vous oblige à mettre le foulard? Moi, personne ne m'a posé la question. Pourquoi vous mettez le foulard, Madame Ibn Ziaten? J'aime pas m'exprimer sur ma liberté, c'est personnel. Vous n'avez pas à vous justifier. Voilà, j'ai pas besoin de me justifier ni sur ma religion, ni sur justement, je m'habille librement, comme je souhaite, et ce que je donne qui importe. C'est ça le plus important. C'est pas l'habillement. Qu'est-ce que peut donner cette femme? Et moi, c'est ça que je regarde. Qu'est-ce qu'il peut me donner ce monsieur? Qu'est-ce que je peux apporter avec cette âme, avec cette femme ou avec cet enfant? Mais pas le vêtement. Si je regarde le vêtement, je peux être avec les gens avec le mini-jupe. Alors je dis, je ne vais pas m'asseoir parce qu'ils ont pas de mini-jupe. Ou des gens qui portent des jeans toutes déchirées, toutes trouées. Je dis, je ne vais pas rester avec ces gens-là non plus. Mais non, c'est la liberté. Chacun il habille comme il veut, comme il sent. Et voilà. Et on doit se respecter. Il y a quand même des choses d'une violence incroyable que vous subissez à cause de ce foulard. Enfin, notamment dans le film, on entend à un moment donné, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous parlez au groupe socialiste. Je trouve ça bien de le préciser. Et quelqu'un vous dit « Je vous respecte en tant que mère, mais pas en tant que musulmane ». C'est quoi cette phrase? C'est quoi cette violence? Je ne sais pas. Parce qu'on dirait l'islam, c'est une nationalité. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Parce que l'islam, c'est une religion. Ni une nationalité, ni identité. C'est une foi qu'on doit pratiquer ou on ne pratique pas. Et quand on le pratique, on pratique pour soi. On ne pratique pas pour les autres. Et c'est ça que j'arrive pas à comprendre. Les gens, ils parlent les musulmans de France. Déjà, moi, ce mot-là, ça me choque. Déjà, la séparation. Mais les musulmans de France, c'est quoi les musulmans de France? Et c'est quoi les Français? On est tous citoyens, on est tous les enfants de la République, on est tous français. Et la religion, elle est personnelle. On ne peut pas dire les juifs de France, les chrétiens de France, les musulmans de France, les athées de France. C'est la laïcité que vous définissez là. Voilà. Mais normalement, on doit respecter et vivre tous ensemble avec notre foi. Chacun, il pratique sa foi avec beaucoup de respect. Moi, j'ai toujours grandi comme ça. Vous savez, quand je suis rentrée en France, j'ai dit à ma grand-mère, mais comment je vais parler avec les autres, mamie? Et il me dit, ma fille, t'as pas besoin de parler.
sourire. Le sourire, ma fille. Et regarde bien les gens en face quand ils te regardent. Regarde avec ce qui regarde le cœur, les yeux. C'est ça le contact. C'est comme ça, ma fille, qu'il faut. Et c'est comme ça qu'on doit faire. On ne doit pas juger. On ne doit pas faire cet amalgame. On ne doit pas avoir peur de l'autre. C'est important de connaître l'autre. C'est un avantage, c'est une richesse, c'est une force. Vous savez, quand on voyage avec quelqu'un, moi, que je rencontre un Sénégalais, il me parle de Sénégal, comment il a vécu, eh bien, j'imagine, je voyage avec lui. Quand je goûte sa cuisine, quand je goûte sa musique, ben, tout ça, ça fait rêver, ça fait voyager. Et c'est ça qu'on doit faire. C'est important, au lieu de juger sur le vêtement ou sur la religion, sur ceci, et les différents. On n'est pas différents, on est tous pareils. Je trouve ça incroyable que vous ayez un discours aussi positif, aussi chargé d'amour et d'empathie pour l'autre, alors qu'il y a des moments vraiment violents qui sont assez rares finalement dans le documentaire. On voit que c'est quand même surtout de l'amour et de la sympathie que vous recevez, mais il y a aussi des menaces, il y a aussi des choses vraiment un peu terrifiantes qui vous sont adressées. Comment vous trouvez encore la force de faire tout ça, malgré ça? Vous savez, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Ça, c'est quelque chose qui j'ai grandi avec. Faut pas avoir peur. Faut être prudent, mais il faut pas avoir peur. Et ça, c'est l'avantage. Alors, je n'ai pas peur. Qu'est-ce qui peut m'arriver le pire? J'ai perdu un fils de 30 ans. Cette souffrance au fond de moi, c'est quelque chose qui restera à vie. Personne ne peut me combler ce vide à l'intérieur. Je ferai n'importe quoi, je reçois n'importe quoi. Mais ce vide, personne ne peut le remplir. Alors les menaces que je reçois, s'il faut mourir pour défendre cette jeunesse, s'il faut mourir pour donner de l'amour, ben peut-être c'est mon destin. Latifa, dans La Poudre, on s'interroge souvent sur cette notion de chambre à soi, c'est-à-dire un lieu qui appartient qu'à vous, où on vous laisse tranquille, imaginer, créer. Est-ce que vous l'avez encore, cet espace-là? Non, vous savez, j'adore la mer. La mer, c'est cette mer quand il y a des vagues. Je rêve de voir ce lieu-là et que le matin, je me lève et je parle avec la mer. J'ai pas encore. Peut-être un jour, je réaliserai ce rêve. Ça vous évoque quoi, La Poudre? Moi, ma poudre, c'est que j'ai réussi. J'ai réussi et j'étais fière. J'ai grandi d'un pays libre, un pays de droit, qui est la chance que mes enfants, ils ont réussi. Mais la poudre, elle est difficile de l'avoir aujourd'hui, je pense, pour moi. Très difficile. Parce que la blessure, elle est profonde. Merci beaucoup, Latifa. Merci à vous. Merci à Latifa Ibn Ziaten d'être venue faire parler La Poudre avec moi. La Poudre est une émission produite par Nouvelles Écoutes. Elle est réalisée par Aurore Meyer-Mailleux, avec à la préparation et à la prise de son Zisla Tortello, à la programmation Laura Cuissard, au mixage Laurie Galigani. Le générique est un extrait de la chanson L'appétit de Bonnie Banane, produite par Gauthier Visiose. Si vous aimez l'émission, le mieux est de nous le dire avec des étoiles, 5 de préférence, sur iTunes. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les réseaux sociaux. La Poudre a sa propre page Facebook. Nous sommes aussi sur Twitter, La Poudre NE, et sur Instagram, La Poudre TV, où nous partageons toutes les recommandations culturelles de nos invités. Pour ne louper aucun épisode de La Poudre, n'oubliez pas de vous inscrire à notre newsletter sur le site de Nouvelles Écoutes. Cliquez sur La Poudre, l'occasion de découvrir tous les autres podcasts que nous produisons. À très vite et continuez de faire parler La Poudre. Cet épisode a été enregistré dans une chambre de l'hôtel Grand Amour, que je remercie pour leur soutien inconditionnel depuis la première saison de La Poudre. Le décor est génial, entièrement chiné. Ma chambre préférée, c'est la 604, celle qui est sous les toits, avec un portrait de Vivienne Westwood, flamboyante et nue, sous l'objectif de Jürgen Teller.
Si vous réservez une chambre à l'hôtel Grand Amour, rue de la Fidélité à Paris, avec le code La Poudre, vous bénéficierez d'une réduction de 10% sur le prix de votre chambre. Ne nous remerciez pas.